Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportifs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Je ne sais pas pour vous, mais nous à Moselle TV, on a passé les 2 dernières semaines à regarder et à suivre Roland Garros. On s'est dit qu'on allait parler tennis aujourd'hui. On reviendra notamment sur le parcours d'Hugo Humbert, sur le Moselle Open, le tout en compagnie de notre invité Lionel Ollinger, président de la Ligue Grand Est de tennis. Avant cela, on va parler aussi de l'actualité en bref, avec les performances de Michel Münch, de Jan Schrupp, d'Aurélie Muller, ou encore le match de coupe du Sarrebourg Moselle Sud Handball. On remonte les chaussettes et c'est parti pour l'actu en bref. Alors ça sent un petit peu la fin de saison dans tous les clubs de Moselle et ça sent aussi un petit peu la fin de saison pour lui. C'est Arnaud Desmerlet qui sera mon acolyte pour cette émission. Salut Mathieu. Prêt à entamer la dernière ligne droite de fin de saison? Ton classement est bon? Oui, plutôt. Je termine en roue libre, mais ça va. Je suis plutôt satisfait de ma saison. Allez, pour commencer cette émission, on va parler un petit peu de Sarrebourg Moselle Sud Handball qui connaît son adversaire en coupe. Ce sera Dunkerque. C'est pas vraiment un cadeau. Non, effectivement, c'est pas un cadeau puisque c'est quand même l'un des grands noms de la Star League, de la première division de handball masculin. Ça sera le premier match de la saison prochaine, donc avec une équipe largement remaniée. On en a parlé lors des dernières émissions. En tout cas, le clin d'œil est assez incroyable, surtout pour Arnaud Calbry, l'entraîneur de cette équipe de Sarrebourg Moselle Sud Handball, qui vient de prolonger 2 ans et qui a absolument tout connu du côté de Dunkerque. Il a été manager général, il a été coach de cette équipe, joueur. Donc effectivement, je pense que ça lui fait très plaisir de retrouver Dunkerque, même si le match est à domicile, donc à Sarrebourg, à l'espace Pierre de Coubertin. On a hâte de voir un petit peu ce que ça pourra donner, ces retrouvailles. On pense que les Fox vont essayer d'élever leur niveau de jeu pour déstabiliser Dunkerque. Autre actualité, nous avons parlé des performances de Jan Schrupp qui court après les secondes. Il veut atteindre les minima pour disputer les championnats du monde à Budapest. Pour l'instant, c'est pas encore acquis. Oui, c'est vrai qu'il était déçu par rapport à sa dernière performance. Après, on ne peut pas toujours faire descendre le chrono au-delà de ses espérances. Il faut aussi qu'il apprenne à gérer également sa frustration par rapport à ce chrono, puisqu'il était descendu quand même assez largement lors de la dernière course. Là, il a fait moins bien. Il a encore le temps vraiment de se qualifier pour Budapest. Et même, je pense très sincèrement, au fond de son esprit, il le sait déjà, que même s'il n'arrive pas à réaliser les minima, comme on dit dans le jargon, il sera repêché par la Fédération française d'athlétisme parce que c'est un coureur qui est programmé aussi pour Paris 2024 et que cette étape hongroise est importante pour que vraiment, après ces championnats d'Europe de la saison passée, il se focalise et il voit la concurrence vraiment mondiale pour se rendre compte encore du chemin à parcourir. Il n'a pas fini de nous surprendre, je pense, Jan Schrupp, il va passer ce plafond de verre assez rapidement. Il y en a un autre qui continue de nous surprendre, c'est Michel Münch. Il vient d'être sacré vice-champion de France sur 5000 mètres. Avec un guide qui n'est pas son guide habituel, donc c'est aussi une belle performance. C'est peut-être ça le plus surprenant, encore le plus performant, puisque c'est vrai qu'il y a des habitudes avec un guide, puisque le guide c'est vraiment la voie qui lui permet d'aller le plus loin et d'aller au bout de son effort et de sa course. Donc effectivement, c'était un nouveau duo, un nouveau binôme qui a certainement dû apprendre à se connaître en très peu de temps, donc il y a eu certainement un manque de repères, et malgré ça, donc il termine 2e au championnat de France, donc là aussi c'est une performance XXL. Pour clore cette actu en bref, Arnaud, j'ai réservé un petit peu quelque chose qui va te plaire. C'est un peu une de tes favorites, Aurélie Muller, qui est venue se tester au championnat élite sur 1500 mètres nage libre. Elle a fait une performance intéressante alors qu'elle est normalement en pleine préparation. Oui, effectivement, elle est en pleine préparation à fond remue. Elle se prépare par rapport aux futures échéances en eau libre, qui est sa discipline de prédilection. Mais elle a voulu voir quand même sur 1500 mètres se tester pour voir comment elle était toujours en bassin. Elle termine 4e de sa course. Le seul petit hic, 4e c'est très bien, le chrono est plutôt honorable, mais c'est qu'elle termine derrière 2 filles qu'elle va rencontrer, justement 2 filles, 2 françaises qu'elle va rencontrer notamment dans l'eau libre. Donc effectivement on peut s'apercevoir qu'elle est un petit peu derrière. Maintenant je me fais pas tant de soucis que ça. Elle a vu toujours aussi le chemin à parcourir lors des derniers championnats où elle a pris simplement la 4e place sur 5 km. Elle
sait qu'elle est un petit peu en retard, qu'elle doit encore s'améliorer pour vraiment être performante pour les sélections, pour espérer atteindre son objectif suprême de fin de carrière, c'est-à-dire disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 et pourquoi pas avoir une médaille. En tout cas, je croise les doigts pour l'ensemble de sa carrière, pour tout ce qu'elle a fait pour la Moselle, elle mériterait d'aller aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En tout cas, c'est tout pour cette actualité en bref. Maintenant, coup droit, slice, revers, amorti, c'est l'heure de notre partie tennis. Et comme promis, nous allons ouvrir une large page tennis et pour l'occasion, nous accueillons Lionel Ollinger, président de la Ligue Grand Est de tennis. Bienvenue dans Moselle Sport. Merci. Messieurs, on va débuter quelques mots sur Hugo Humbert. Il a entamé sa saison sur gazon, sa préférée, on ne va pas se mentir. Il a passé un tour à Bois-le-Duc aux Pays-Bas. C'était face à Jason Kubler, le 97e mondial. Arnaud, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Effectivement, c'est sa surface de prédilection à Hugo Humbert. On se rappelle que l'an dernier, il avait été 8e de finaliste à Wimbledon. Alors c'était un très beau parcours. La seule subtilité, c'est que l'an dernier, les points malheureusement ne comptaient pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, c'est peut-être regrettable, mais justement, quand on regarde son classement, il est 36e au classement ATP, 30e à la race, donc c'est peut-être encore plus significatif. La race, c'est le classement sur la saison en cours, pour rappel. Donc c'est vrai qu'on peut espérer de grandes choses de la part d'Hugo, et je le disais, donc il n'y avait pas de points l'an dernier à Wimbledon, donc il a tout à gagner, tout à faire. On peut clairement, en cas de bon parcours à Wimbledon, mais lors de cette saison sur gazon, voir Hugo Humbert avec le meilleur classement de sa carrière, c'est-à-dire dans le top 25. Ça serait incroyable, surtout par rapport à ce qu'il a vécu ces 2 dernières saisons. Et effectivement, la transition entre la terre battue, où il a fait comme 2e tour à Roland-Garros pour la première fois, avec une victoire contre Adrian Manarino et une défaite contre Lorenzo Sonego, c'est plutôt bien passé, avec donc cette victoire à Bois-le-Duc face à Jason Kubler, qui est un Australien de mémoire, donc un joueur comme toujours difficile sur gazon, mais il l'a plutôt bien maîtrisé. Donc c'est prometteur, vraiment. Alors on l'a dit, il a eu des moments un petit peu compliqués dans ces dernières années de carrière, ces derniers mois de carrière même, mais il a fait un comeback en passant par le Challenger notamment, et de ce point de vue-là, il s'est vraiment refait une santé aussi bien au niveau du tennis que mentalement, Lionel. Oui, il a eu une très belle rampe de lancement avant Roland-Garros. C'est important d'acquérir de la confiance avant d'aller sur un grand chelem comme celui-là, qui est, comme l'a dit Novak, le plus difficile à gagner. Et Hugo a gagné beaucoup de matchs avant, il a gagné aussi beaucoup de points, parce qu'il n'avait pas gagné beaucoup sur les saisons en terre battue avant, donc c'était important pour lui. Il passe seulement un tour à Roland-Garros, c'est pas si mal, parce que c'est déjà une progression, mais je suis sûr qu'il fera bien mieux encore à l'avenir. Et puis là, il a en effet un boulevard devant lui, on va voir ce qui se trame, mais on est très optimiste. Encore une fois, c'est un garçon tellement intelligent. Puis on voit qu'il a les progrès sur terre battue, il s'est quand même envoyé 2 tournois Challenger hockey à Cagliari et Bordeaux, mais il me semble qu'à Bordeaux, il gagne en finale face à Etcheverry, qui fait quart de finaliste à Roland-Garros. Donc c'est vrai que là aussi, on voit de nets progrès, et on l'a déjà salué. C'est vrai que l'avenir lui appartient, mais c'est vrai qu'avec Jérémy Chardy à ses côtés au poste d'entraîneur, on sent vraiment qu'il y a une alchimie entre les deux. Il a peut-être trouvé vraiment, parce qu'il s'est cherché pendant un certain temps, en tout cas l'entraîneur idoine pour continuer sa vraie nette progression. En tout cas, pour le moment, il cherche des points pour être tête de série à Wimbledon, se verrouiller cette position-là. Il va passer par Londres sur un ATP 500, à Majorque sur un ATP 250. Et après, bien effectivement, ce sera ce challenge de Wimbledon. Il y a vraiment la possibilité d'aller chercher son plus beau classement en carrière. Oui, encore une fois, il n'a pas de limite, Hugo. Quand en tennis, c'est important d'avoir de la technique, il en a, du physique, il l'a beaucoup amélioré, et surtout du mental. Et encore une fois, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc on sait qu'il n'a pas de limite. Il a eu un down un peu long. Là, vraiment, c'est une phase de progression très forte pour lui, avec une belle complicité avec Jérémy, qui est toujours bien connecté au circuit, parce que Jérémy continue de jouer. Donc voilà, on est sur un coach qui est jeune. Donc on peut voir de belles choses d'ici l'été. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a l'US Open derrière, c'est une surface. Moi je l'ai vu jouer à New York sur son premier match en Grand Chelem, il gagne ce premier match et ensuite il perd sur Stan Wawrinka à l'époque, c'était ça, ses premiers matchs en Grand Chelem. J'avais eu la chance de pouvoir être avec lui à New York ce jour-là, et c'est un tournoi qu'il aime bien aussi. On sait que finalement l'enchaînement Wimbledon, US Open, ça peut lui porter chance. Puis c'est vrai qu'il est plutôt frais physiquement, même s'il a fait les challengers sur terre battue. On se rappelle qu'il a été blessé en tout début de saison sur Montpellier, je crois, à l'Open Sud, il s'était blessé à la cheville. Donc cette période de repos finalement lui permet
permet d'être vraiment opérationnel pour cette saison sur gazon. Tu l'as dit, elle est relativement courte, 5 semaines, puisqu'il y a donc Bois-le-Duc, le Queens la semaine d'après, Majorque juste avant Wimbledon, et puis après Wimbledon, peut-être que s'il n'a pas les résultats escomptés, il pourrait aller peut-être aux États-Unis jouer à Newport. En tout cas, effectivement, sur cette saison, on peut vraiment rêver, voir Hugo Humbert dans, je disais, top 25, peut-être même mieux. Et puis tu connais ma prédiction, je pense que tout le monde rêve que pour les 20 ans et la 20e édition du Moselle Open, je te fais une super transition, il remporte le tournoi. En tout cas, là, on parle du classement d'Hugo Humbert. Il y en a un qui n'a pas à rougir du sien. C'est Novak Djokovic qui redevient numéro 1 mondial en remportant Roland-Garros. Et pas seulement, il a conquis son 23e titre en Grand Chelem. C'est énorme finalement, c'est historique. C'est vraiment un tennisman à part. Il est à part, alors on aime, on n'aime pas, il est un peu clivant évidemment, mais c'est important d'avoir des joueurs de cette qualité, qui marquent les esprits. Moi je ne suis pas dingue de lui quand il écrit sur la caméra des messages politiques, et on l'a fait savoir à son carré, puisque j'ai la chance de participer à la direction du tournoi de Roland-Garros, mais derrière ça c'est quelqu'un qui a une telle rigueur, qui est vis-à-vis de sa vie, notamment de tous les jours. C'est un professionnel de chaque instant, de chaque minute. Donc on a rendu hommage à Roland-Garros, à ce champion incroyable. Dès le samedi, on a fait une réplique de la Coupe des Mousquetaires avec les 23 titres qu'il a gagnés. On les a marqués sur le socle de cette coupe, et on lui a rendu, je crois, le plus bel hommage, parce que pour lui, c'était sûrement le tournoi le plus difficile à gagner. Il l'a dit, et il n'y a pas de hasard. Et puis c'est vrai, Mathieu, que c'est assez symbolique. Finalement, il devient le GOAT, comme on dit, du tennis mondial sur les terres de Rafael Nadal. Alors on ne sait pas ce qui serait advenu si Rafael Nadal avait été là. Peu importe, parce qu'il y avait quand même Carlos Alcaraz, Holger Rune, Yannick Sinner. On parle de cette nouvelle génération. Novak Djokovic, il a 36 ans. Donc il est plus proche de la fin que du début, et il est encore tout simplement incroyable. Il a perdu 2-7 pendant le tournoi face à Khachanov et Alcaraz, et je suis même pas sûr que si Alcaraz avait été à 100%, je suis pas sûr qu'il aurait gagné, parce que vraiment Novak Djokovic était dans une forme époustouflante. On disait avant le tournoi, oui, il est un petit peu moins bien. Il a prouvé que lors de ces tournois du Grand Chelem, il restait vraiment le numéro 1. Et encore une fois, se dire que ce joueur-là a quasiment commencé sa carrière en Moselle Open, puisqu'il a remporté le 2e tournoi ATP de sa carrière à Metz, c'est tout simplement invraisemblable. Et c'était il y a 17 ans. Donc 17 ans, c'est vraiment presque il y a longtemps, et c'est tout près en même temps. Donc là aussi, c'est hyper symbolique. Et puis on se souvient, je crois en 2016, 10 ans après sa victoire en Moselle Open, il avait déclaré dans les colonnes du Figaro que sa carrière avait presque été lancée au Moselle Open. Donc il n'a pas la mémoire courte, et tout le monde se souvient ici, en tout cas en Moselle et à Metz, du maillot qu'il avait revêtu après son titre. C'était le maillot de l'équipe de France de foot. Alors c'est vrai, il est clivant, on aime ou on n'aime pas, mais il sait quand même se faire apprécier aussi des gens. Alors Arnaud, tu me fais une magnifique rampe de lancement, un très beau teasing, puisqu'effectivement en 2006, alors c'est pas un trophée qui est mentionné sur la Coupe des Mousquetaires, mais il remportait ce Moselle Open, son 2e titre à l'ATP à seulement 19 ans. Retour sur cette édition particulière. L'image a fait le tour de la planète en 2006. Avec le maillot de l'équipe de France de football sur le dos, le tout jeune Serbe Novak Djokovic remporte le 2e titre ATP de sa carrière à Metz. Il s'impose en finale face à l'Autrichien Jürgen Melzer, qui s'inclinera quelques heures après, également en finale du double. Oui, une année incroyable, et c'est vrai que quand on travaille le plateau avec Patrice, il me dit on va essayer de faire venir un gamin, et lui il sera numéro 1 mondial. À ce sujet-là, il était l'année précédente, on l'avait déjà vu. Sparring partner de Lubicic. Il était sous l'aile de Riccardo Piatti, fameux entraîneur italien qui a entraîné Lubicic. Et il était là en sparring partner, et il avait vécu toute la semaine à faire ses classes. Et on l'avait déjà remarqué à ce moment-là, tout comme on avait remarqué l'année suivante ou un peu plus tard le Zverev, qui accompagnait son frère. Ouais, Misha, finaliste en 2009. Et donc très vite, même le public il s'y trompe pas. Il y a quelque chose chez ce gamin. Il dégage une envie de bien faire, une volonté de la perfection, une volonté d'être aimé. Et je pense que ça c'est ce qui ressort le plus de ce gamin.
à ce moment-là, avec certes des maladresses, mais on sent que ce t-shirt-là, il avait déjà cette réflexion de comment se faire aimer du lieu ou des gens qui le regardaient. Et grosso modo, oui, c'est un cadeau qu'il nous fait. Mais comme on le sait, le cadeau, un cadeau, ça a différents sens. C'est à la fois pour faire plaisir, mais c'est aussi pour recevoir. Et il y avait vraiment, oui, cette dimension-là qui était très particulière. En plus, il était venu sans ses parents. Au dernier moment, étant en finale, ses parents sont venus. À l'époque, il me semble, même ils avaient pris un jet privé pour être capable de venir en temps et en heure. Donc ouais, c'était une belle édition. Et Jürgen Melzer, donc il a perdu les 2 finales ce jour-là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne lui a pas plu du tout. Ah non, puisque je me rappelle des vestiaires, puisque aux finalistes, on offrait c'était même pas des magnums, ça devait être des Jéroboam de champagne. Et les deux ont fini éclatés dans les lavabos, dans les vestiaires. Il y avait eu de la casse, il était fou furieux, mais ceci dit... Il y avait de quoi, surtout en double. Ouais, à sa décharge, c'est qu'il fait un simple, il perd la finale de simple. Il enchaîne avec Nohl, qui est un Autrichien, et il faisait partie des meilleurs pairs au monde. Et en phase 2, il joue quand même Santoro Gasquet. Gasquet qui n'a jamais trop rien fait en double, qui est tout jeune. À l'époque, tout minot avec Fabrice, qui est le joueur d'expérience. Et c'est l'année où, l'année passée, l'ATP avait tenté une chose, c'était faire des 7 en 5. Donc on gagnait un set à 5-3 et pas forcément 6-4. Pas forcément la meilleure idée du monde d'ailleurs. Non. Et par contre, l'année suivante, ils essayaient une nouvelle chose, c'est que le 3e set, pour justement inciter les joueurs à jouer à la fois le simple et à la fois le double, le 3e set n'est plus un set normal, mais un jeu décisif en 10, un jeu décisif en 10 points. Et Melzer-Nohl, il met 9-2. Donc ça fait 7 balles de match. Il n'y a pas eu une balle qui a été mal jouée de la part de Melzer et Nohl. Ça n'avait que des points de dingue ou des services gagnants, des aces, des retours. Et la paire française gagne. Et je pense que c'est unique dans l'histoire du tennis, perdre 7 balles de match consécutives. Le terrain du tennis a déjà bien été débroussaillé, mais notre invité en a encore sous le pied, bien sûr, puisque c'est un passionné. On passe tout de suite à la rubrique invité. Lionel, dans 10 jours, on aurait dû assister au Waves Open, une nouvelle édition de ce tournoi 100% féminin. Il a malheureusement été annulé, faute de bénévoles, faute de coups de main. C'est dommage parce que c'était un tournoi particulièrement bien ancré et puis il mettait vraiment les tenniswomen en avant. C'est évidemment un crève-cœur pour moi. C'est ce qui a aujourd'hui lancé mon savoir-faire et notre savoir-faire dans le tennis, dans l'événementiel. C'est un tournoi qui, toute ma vie, évidemment, restera important, mais le Covid nous a fait du mal. Évidemment, il y a eu cet arrêt avec la mobilisation des bénévoles qui, évidemment, s'est un petit peu éteinte, et puis la difficulté de remobiliser tout le monde et de remobiliser en particulier les directions de tournoi, puisqu'il faut là aussi, pour encadrer des bénévoles, bien des dirigeants, et on sait qu'au bout de 3 ans de direction de tournoi, et j'en ai fait les frais aussi, c'est compliqué, et à chaque fois, cette période-là a été ensuite compliquée à remettre en œuvre. Donc c'est plutôt ça. Les partenaires étaient partants, les joueuses évidemment aussi, mais on était entre l'aspect professionnel et l'aspect amateur, et on versait complètement dans l'amateurisme, puisque personne n'est payé sur ce tournoi. Donc je pense qu'à un moment, il aurait fallu sûrement professionnaliser un petit peu plus pour avoir le plus tôt possible un salarié sur le tournoi. On l'a pas fait. Bon, voilà, c'était une belle période. Peut-être que ça repartira. On va regarder ça avec attention pour les années qui viennent, mais en tout cas cette année, il n'y aura pas d'édition en effet. Il faut rappeler, Mathieu, c'est quand même le CT, en tout cas le plus grand tournoi du circuit national, le CNGT, comme on dit. Pendant des années, ce tournoi a eu le premier prix de ce circuit. L'année dernière, Arnaud, oui. Meilleur tournoi français l'année dernière, et je salue les équipes dirigeantes, évidemment, Karen Ollinger, Alex Buchet, qui ont dirigé ce tournoi, et évidemment tous les bénévoles, parce qu'ils ont eu encore ce prix sur la dernière édition. Est-ce que vous avez imaginé à un moment donné faire quelque chose de substitution, peut-être une exhibition ou
un truc pour remercier les bénévoles et les partenaires quand même? Oui, probablement que l'association perdure, Elle Event, donc une association qui est destinée à faire de l'événement autour du sport féminin, et elle n'est pas morte, elle vit. Alexandre Buchet en est le président, et on espère évidemment relancer ça. Alors on est, malgré la déception pour le Waves Open, on est malgré tout dans une période où le tennis rencontre un bel engouement. Roland Garros oblige. Comment ça se passe pour les clubs du Grand Est d'une manière générale? Est-ce qu'il y a toujours cet engouement dans les différents clubs de tennis? Les pratiquants restent nombreux? Le tennis va très bien. Il va très très bien. Il est en progression de 10 points l'année dernière dans le Grand Est. On a eu la chance d'être la région la plus porteuse en termes de nombre de licenciés. Il est en progression encore de 6 points, de 6% cette année. Donc on est vraiment sur une croissance très très forte. On dépasse les 86 000 pratiquement dans le Grand Est, donc c'est vraiment un très beau résultat. Je crois qu'il faut rendre hommage aux présidents de clubs qui ont tenu vraiment pendant cette période Covid. Alors on les a aidés un petit peu comme on pouvait, mais le président de club, c'est celui qui fait que son club va pouvoir redémarrer plus vite. Et aujourd'hui, la croissance des licenciés, même au niveau français, avec l'engouement du padel qui fait partie de la fédération aussi, mais encore une fois, ça n'est qu'un petit 40 000 licenciés, les padels sur le 1,1 million de licenciés que nous avons aujourd'hui retrouvés. Donc on est vraiment sur une très très bonne dynamique, et on parlera peut-être de l'absence de résultats parce qu'on en parle souvent des Français, mais ça ne joue pas là-dessus. Ça joue sur d'autres registres, et je vous expliquerai pourquoi ça n'est pas une seule responsabilité de la fédération. Mais en tout cas, voilà, le tennis de masse, le tennis partout, l'urban tennis, le tennis pour tous, c'est vraiment le credo de Gilles Moreton et de l'équipe, et ça fonctionne. Parlons-en justement, puisque la rampe est lancée. On parle souvent du manque de relève au niveau du tennis français, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes qui sortent et qui réussissent à atteindre leur plein potentiel. Qu'est-ce qui manque encore pour réussir à les faire arriver au plus haut niveau, comme on aimerait les voir dans les grands chelems, etc. Alors, on nous en parle beaucoup, à nous, aux fédérations, sauf qu'on n'est pas un sport collectif, on est un sport individuel. Notre job à la fédération, c'est d'abord, jusqu'à 14 ans, de former de très bons joueurs dans les ligues, ce que nous faisons, à Hugo Humbert par exemple, et à 14 ans, ils partent à Paris ou à Poitiers, et ils sont formés par la fédération sur, en effet, cette rampe de lancement jusqu'au top 100, on va dire, ATP. Quand ils sont dans le top 100, ça devient un projet individuel, ça devient un projet d'entreprise, où le joueur doit savoir s'entourer d'un coach, mais pas seulement, d'un physio, d'un préparateur mental, d'un sparring, mettre en place son organisation, réinvestir une partie de ce qu'il a gagné, parce qu'il a, lorsqu'il est 100e mondial, gagné de l'argent déjà, et donc la fédération s'arrête à ce moment-là. Et donc, on a le nombre de joueurs français le plus important, enfin le nombre de joueurs le plus important dans le classement ATP sont français. Devant les Américains, devant les Espagnols, devant tout. Voilà, on a un nombre de joueurs qui est très important. Après, c'est comment on fait pour passer de la 100e à la 50e, de la 50e à la 30e, et après, c'est un autre monde après. Le top 10, il faut avoir envie d'y aller, il faut se donner les moyens, il faut, comme Djoko, tous les jours y penser, et puis être un professionnel de A jusqu'à Z. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de nos Français, malheureusement, et ce n'est pas la responsabilité de la fédération. Alors il nous faut quand même prendre notre responsabilité en disant comment on les accompagne pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Autant dans le football, tout est pris en charge, autant dans le tennis, il faut mettre autour de soi les conditions de la victoire et du progrès. Et aujourd'hui, on n'y est pas concernant les joueurs français. Est-ce qu'ils sont parfois peut-être un petit peu trop coucounés? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement la question qu'on est en train de se poser. Parce que c'est pas la fédération serbe qui a fait Novak Djokovic. C'est pas la fédération suisse, que je connais bien, qui n'a pas nos moyens, qui a construit Roger Federer. Donc on a vraiment besoin qu'à un moment, ils se disent « Ok, c'est maintenant mon tour de mettre en place les éléments pour pouvoir bien fonctionner. » Est-ce que j'ai envie d'ailleurs d'être dans le top 10 ? Est-ce que j'ai envie de gagner des grands chelems ? Est-ce que finalement je ne me contente pas des fois de la 50e ou de la 30e où je gagne déjà très bien ma vie avec quelques contrats publicitaires ? Aujourd'hui, on doit absolument les accompagner vers ça, et notamment par la fonction aussi de préparation mentale. Qu'est-ce qui manque par exemple aujourd'hui à un rôle de maillot qui tourne autour de la 200e place mondiale? On sait que cette saison-là, elle est charnière pour Harold, pour continuer justement à vivre de sa passion. On sent qu'il se passe quelque chose quand même avec lui, il monte au classement, mais on sent aussi qu'il a peut-être encore certaines limites. Alors Harold, le cas est un peu différent parce qu'on l'aide toujours, il est toujours vraiment complètement soutenu par la fédération. Alors, mais je crois que c'est sa dernière saison. On verra, mais en tout cas, il n'a pas gagné suffisamment d'argent pour être lâché dans la nature. Il s'est blessé à un mauvais moment, il a eu une blessure qui l'a quand même bien handicapé. C'est quelqu'un qui est hyper talentueux, qui a vraiment beaucoup d'énergie, une belle technique, un physique qui a vraiment progressé aussi.
il faut qu'il soit aussi professionnel et sérieux de A jusqu'à Z tous les jours, chaque minute. C'est très important. À chaque fois que je le vois, je lui dis, il peut l'être et Harold, on ne le laissera pas tomber. En Moselle, on a la chance aussi d'avoir un vaisseau amiral qui ouvre un petit peu la voie, c'est le Moselle Open pour une 20e édition cette année. Il y a eu quelques petites turbulences dernièrement sur la passation de pouvoir. Maintenant, tout semble assez stable et c'est important de pouvoir compter sur cet événement-là chaque année. On a la chance dans le Grand Est d'avoir des événements incroyables. On a effectivement le Moselle Open qui est un tournoi majeur, évidemment il n'y en a que 4 en France, et puis le WTA de Strasbourg aussi, qui vient de passer de 250 à 500, donc qui grandit, qui va être le deuxième tournoi majeur après Roland-Garros en France, donc c'est colossal. Moselle Open, bien sûr je l'ai dans mon cœur, quel que soit bien sûr l'actionnariat, quel que soit le mode de fonctionnement ou qui pilote ce tournoi, nous serons derrière ce tournoi, que ce soit la Ligue Grand Est ou la fédération, les dirigeants le savent, et c'est un tournoi trop important pour nous pour évidemment le laisser de côté, quelles que soient les discussions que nous avons pu avoir par le passé. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours au niveau du Grand Est d'une manière générale pour continuer à développer ces tournois-là ? Alors, ces tournois-là sont des tournois d'abord professionnels qui sont détenus par des actionnaires privés qui ne sont pas, on va dire, normalement, en tout cas, ni organisés par une fédération, ni organisés par une ligue. Donc, on est là comme des accompagnateurs, comme des facilitateurs, amener des bénévoles, faire en sorte que l'arbitrage ou les ramassages de balles se passent bien, et puis ensuite, on est un client. Et un partenaire, en tout cas on essaye de l'être. Pour ce qui est des tournois juste en dessous, notre objectif est effectivement de continuer de faire des circuits, de faire en sorte que nos joueurs puissent gagner leurs points sur le territoire pour ensuite gagner. C'est exactement ce qui s'est passé avec des Harold, avec des Hugo, etc. Qu'ils aillent gagner d'abord l'ITF de Villers-les-Nancy, qu'ils aillent gagner Saint-Dizier, qu'ils aillent gagner les différents tournois que nous mettons en œuvre sur le territoire Grand Est pour ensuite avoir un petit peu de points pour, avec Julien Bouter qui nous fait l'amitié de souvent les prendre en wildcard, bien rentrer dans les qualifs du Moselle Open, puis ensuite dans le tableau principal. C'est ça le chemin qui doit mener ensuite à Roland-Garros. On n'oublie pas aussi le tournoi de Contrexéville, qui est un très beau tournoi dirigé par les époux Perrusso. Les Grand Est Open 88, qui lui exactement. Aussi a grandi l'année dernière, puisqu'il est passé WTA aussi à 125 000, qui est un tournoi juste derrière Strasbourg, qui est on a la chance, en Grand Est quand même, d'avoir le numéro 2 des tournois féminins et le numéro 3 des tournois féminins en France. C'est colossal. Parmi les projets dans les cartons, est-ce que derrière le Moselle Open, on peut envisager un tournoi peut-être de deuxième zone, un challenger au hasard du côté de Thionville ? Thionville, et mon ami le maire Pierre Cuny le sait, sera prioritaire sur le développement d'une compétition de haut niveau. D'abord parce que Thionville a investi énormément en infrastructure, et je rends hommage à Anne Gromersch qu'on regrette, mais dont Pierre a pris une succession magnifique, et avec son adjointe au sport qui fait un formidable travail aussi. Je sais qu'il me le demande souvent, je ne suis pas le seul acteur et le seul décideur, mais Thionville a de magnifiques installations, en particulier couvertes, et il faudra qu'on mette en place le plus vite possible, dès qu'on a une opportunité à une compétition de haut niveau sur le nord de la Moselle. On va rester attentif sur l'éclosion de nouveaux projets. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Lionel Olinger d'être venu partager cette passion du tennis avec nous dans Moselle Sport. Merci Arnaud, merci aux équipes techniques. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou d'ici là sur moselle.tv. Transpirez bien. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.